Bonjour à tous pour ce deuxième webinaire. Donc, pour commencer, je voulais vous réitérer tout notre soutien au moment où vous rencontrez d'énormes difficultés dans cette période de crise Covid-19. Sachez que notre équipe reste mobilisée, notre président Lionel Lepouder en tête, pour vous apporter tout l'accompagnement nécessaire dans vos démarches, tout en adaptant notre plan d'action 2020 qui a été très impacté également, priorisé par secteur en vue de la sortie de crise. Notre force, comme vous le savez, c'est notre réseau. Grâce à l'expertise de nos membres et à un bel élan de solidarité, nous sommes en mesure aujourd'hui de répondre à vos interrogations. Nous tenons à remercier tout particulièrement l'Ordre des avocats de Bordeaux qui s'est porté tout de suite volontaire pour apporter sa contribution. Mercredi dernier, Maître Stanislas Laudet a répondu à de nombreuses questions qui portaient sur le droit du travail. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les explications sur notre chaîne YouTube d'Invest in Bordeaux. Aujourd'hui, nous vous invitons à poser vos questions liées aux droits des entreprises, qu'elles concernent les mesures urgentes de l'État, perte d'exploitation, la prévention des difficultés. Il est important aujourd'hui donc de prévenir, guérir et penser son avenir. Comme vient de dire Maître Bertrand Lux, donc qui est à nos côtés aujourd'hui, avec Maître Coralie Labarrière. Donc, je vous laisse tout de suite avec nos participants. Donc, vous pouvez donc poser vos questions directement. Et donc, cher Maître, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Ah oui, donc nous, on n'entend pas les participants, mais eux nous entendent. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans cette période difficile pour tout le monde et pour nous aussi, parce qu'on est aussi des entrepreneurs, les avocats, de pouvoir nous apporter nos éclairages, quelques lumières sur les difficultés que vous traversez aujourd'hui dans vos entreprises. En préliminaire, donc, c'est vrai qu'il y a 3 types de sujets. Nous avons pensé avec Maître Labarrière. C'était au début, dans l'urgence, comment vous pouvez guérir de ce qu'on traverse aujourd'hui. Comment on peut prévenir les difficultés qui vont, parce que là, on sait en fait rien de la fin de cette période de confinement. Donc, comment prévenir cette longue période. Et ensuite, il faudra également penser à votre avenir. On a eu préalablement juste une question quelques questions de Madame de Brigitte. Alors attendez, c'est Brigitte. Je vous ai perdu. Brigitte Digier pour Synergiscope qui nous a posé quelques questions préalables hier. Alors c'est compliqué quand même parce qu'en fait on n'a pas d'interaction avec vous. Il n'y a que vous et moi, Coralie. Oui, exactement. Donc bon. Après, peut-être dans un premier temps répondre aux premières questions qui nous ont été posées. Et j'imagine que dans le fil de la discussion, au fur et à mesure, on aura des questions supplémentaires. Ouais. Donc la vraie difficulté a priori de ce que rencontrent nos entrepreneurs français, c'est des problèmes de trésorerie, d'argent qui ne rentre plus. Et donc le gouvernement a mis en place une possibilité de crédit d'État auprès de vos banques. Donc, Madame Vigier nous interrogeait, nous disait, si jamais je bénéficie de cette aide de l'État, est-ce que j'aurai le droit ou pas à faire bénéficier nos salariés du chômage partiel? Coralie, dites-nous la réponse que vous pourriez apporter. En fait, effectivement, il y a donc, si on parle des premières mesures, les mesures urgentes qui ont été mises en place par le gouvernement, donc il y a effectivement un certain nombre de choses qui sont à faire immédiatement. Donc il y a la possibilité de demander des reports de charges. Il y a effectivement ces prêts bancaires garantis par l'État. Donc ça, et dans un troisième temps, il y a également la possibilité pour les plus petites entreprises, les TPE, de bénéficier d'une indemnité forfaitaire en fait de 1 500 € qui relève d'un fonds de solidarité spécial qui a été créé à cet effet. Là, c'est vrai que la crise est tout à fait inédite et il y a quand même un grand nombre d'aides qui sont mises en place, des aides d'urgence. Donc, pour moi, par rapport à la question qui a été posée, je vois pas pourquoi il y aurait de difficultés à demander en fait plusieurs aides à la fois. C'est pas, d'après moi, ce que j'ai pu lire des textes, c'est pas du tout. C'est pas exclusif, les aides sont pas exclusives les unes des autres, elles sont à mon sens tout à fait cumulatives. Donc je pense pas que dans un sens
enfin, qui auraient une difficulté quelconque à bénéficier d'un prêt garanti par l'État et de bénéficier par ailleurs d'un chômage partiel ou de report de charges, etc. Voilà ma position. Donc, voilà, pour ce qui concerne, alors on ne sait pas quel est le degré de connaissance de chaque participant à ce deuxième webinaire de Bordeaux Invest. Alors, d'abord, le prêt de l'État, qui peut bénéficier du prêt garanti par l'État? Donc, ce sont les personnes morales, mais aussi physiques, donc les commerçants, les artisans, les associations et fondations qui ont une activité économique. Et sachez juste que sont exclus de ce prêt qui est garanti par l'État les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit et toutes les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective, soit avant le 12 mars 2020. Donc, tout ce qui est procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ou redressement personnel pour des personnes physiques, ceux-là n'ont pas le droit au prêt de l'État. Donc, vous pouvez, en tant qu'entrepreneur, solliciter les prêts qui sont garantis par l'État et qui sont mis en place depuis le 25 mars dernier. Et ces prêts seront octroyés entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020. Quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, c'est que vous allez avoir droit à combien d'argent pour les entreprises qui sont créées avant le 1er janvier 2019, on va prendre en charge la masse salariale sur les 2 premières années d'activité. Et ensuite, celles qui sont créées, alors ça c'est à partir du 1er janvier 2019, et pour vous, anciennes sociétés qui sont créées avant le 1er janvier 2019, on peut vous octroyer un prêt, enfin l'État, de 25% du chiffre d'affaires 2019, ou les 25% de leur dernier chiffre d'affaires. Donc voilà sur quoi vous pouvez compter aujourd'hui comme aide étatique, à mon sens. C'est ça, Coralie? Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, tout à Bon. fait. Alors concrètement, une fois que donc vous êtes éligible à ce prêt garanti par l'État, eh bien il va falloir comment on bénéficie du prêt. Vous devez vous rapprocher d'un ou plusieurs partenaires bancaires pour faire une demande de prêt. Le partenaire bancaire va étudier votre exigibilité en fonction des critères que j'ai rappelés très succinctement. Et puis, vous allez devoir vous connecter sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr qui vous donnera un identifiant unique. Et ensuite, on vous confirmera votre numéro et la banque devrait normalement accepter cette aide de trésorerie donc je le rappelle, 25% du chiffre d'affaires de l'année passée, donc de 2019. Bon, je pense, j'espère à tout le moins que nos partenaires banquiers, les partenaires bancaires joueront le jeu. Si par impossible, vous avez un refus de votre banque, bon, vous pouvez vous rapprocher de nous, mais sinon le mieux c'est d'aller aussi sur le site de la médiation du crédit pour qui est un médiateur qui dise à votre banque mais pourquoi vous acceptez pas, les critères sont remplis et ils ont besoin de cette trésorerie. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas sur les crédits? Ah, ok, d'accord. Donc, Philippe Massol nous demande si le gouvernement, que ferait-il pour que le gouvernement déclare l'état de catastrophe naturelle? Donc, on va vous répondre après, quand on aura terminé ces premiers volets de notre exposé, de notre échange virtuel en tous les cas. Donc, est-ce qu'il y a des questions parmi les participants sur l'obtention du prêt, de ce prêt ou de cette aide de trésorerie par l'État? Alors, voilà, par rapport à la non-distribution de dividendes, ça fait également l'objet de la question qu'on a reçue hier de Synergie. Alors moi, je vais mettre un petit peu de précaution par rapport à ma réponse. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, par rapport à la question des dividendes, c'est essentiellement des recommandations qu'on a au niveau du gouvernement. Là, pour l'instant, moi, par rapport à ce que j'ai pu lire, c'est vrai que certains vont dire effectivement on va pas du tout distribuer de dividendes en fonction des recommandations. D'autres vont dire finalement on va les baisser un petit peu, donc on va baisser de 20% les dividendes, de 25%. Donc là, pour moi, ça reste encore un point d'interrogation puisque il n'y a pas à l'heure actuelle de texte sur ce point.
C'est-à-dire que dans une période de crise sanitaire que la France n'a jamais traversée, l'État, en tout cas, nous dit peut-être sans doute pas tout, mais en tout cas est assez pragmatique. Et nous, dans notre pratique, nous sommes aussi. Et on avance pas à pas en fonction des différents cadres qui nous sont posés par les diverses ordonnances et les arrêtés qui sont pris par le gouvernement dans cette situation d'urgence. La question de Brigitte était de savoir si elle, c'est pas une multinationale, elle me parle d'une société coopérative. Effectivement, il y a les salariés perçoivent des dividendes en tant qu'associés de leur coopérative. Donc, on pourrait se dire que c'est une forme particulière de société et en tant que telle ne devrait pas être soumise à l'interdiction qui pourrait être édictée. Parce que cette interdiction de non-distribution des dividendes, le ministre Le Maire l'a rappelé il y a quelques jours, il ne va pas légiférer. Il nous dit si les entreprises ont besoin de trésorerie, elles demandent à l'État, ce qu'on vient de voir avec une demande de prêt auprès de votre partenaire bancaire avec BPIFrance, c'est que vous ne pouvez pas, ou elles ne doivent pas, c'est une position de principe que dit le ministre Le Maire, verser des dividendes. Parce que si vous versez des dividendes, c'est que finalement votre trésor, elle est assez confortable. Donc, c'est un principe qui est posé sans qu'il soit contraignant, puisqu'il n'y aura pas de sanctions prévues. Et quand le ministre dit nous veillerons à ce que soit respecté ce principe, il n'y aura pas de sanctions. Bon. C'est pour ça que je vous rejoins, oui, tout à fait, par rapport à la question des sanctions, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut que les gens prennent leurs responsabilités également, parce que dans un sens, on ne va pas demander des aides de l'État et d'un autre côté, distribuer des dividendes. Alors, par rapport à la question des salariés, c'est vrai que là, c'est quand même particulier, parce que on ne parle pas d'une grande entreprise, effectivement. Alors, Adrien nous dit à ce titre que d'après le directeur général de BPI, cette question des dividendes ne s'applique pas aux petites entreprises. Ouais. Après, les petites entreprises, est-ce qu'elles seront en mesure effectivement de distribuer des dividendes? Là est la question, ouais. Alors, ça s'applique pas. Voilà. Donc, tout va. Alors, Elisabetta nous demande est-ce que le prêt garanti par l'État est octroyé sous condition de non-distribution des dividendes? Non, c'est pas un des critères qui est mis en place pour l'obtention du prêt. Ensuite, Adrien nous précise, mais ça, j'ai pas cette information, je suis désolé, puisqu'on n'a pas de cadre ni réglementaire ni d'arrêté sur les toutes petites entreprises et sur les dividendes. Pour moi, dans la rigueur des principes, si on demande de l'argent pour la trésorerie, on ne peut pas, même pour une SCOP, pour la question de Brigitte, on ne peut pas distribuer. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas. Tout cela, sachez-le, on est à J+4 de ces ordonnances. Donc, 4 ou 5 jours après, on va adapter, on va avoir des réponses et on pourra vous donner plus de détails probablement dans quelques jours. Mais aujourd'hui, donc, il n'y a pas de cadre. Il y a effectivement un encadrement qui est demandé par les syndicats des salariés, par notamment la CGT ou FO ou la CFDT, et qui demande un signal fort pour que les entreprises soient cohérentes dans leur démarche. Mais c'est vrai, comme dit Coralie et Adrien, là, on parle plutôt de grosses structures, de grosses multinationales et pas de petites entreprises. Et donc, ensuite, il va falloir effectivement que le cadre soit précisé, notamment par le BPIFrance et le directeur général. Parce que je ne sais pas s'il a fait dans un interview ou si ça n'a pas voie réglementaire ni législative, ce qui décide le directeur général. Alors, concernant la question de Philippe, dans la mesure où les comptes 2019 ne sont pas arrêtés, comment apporte-t-on la preuve du CA 2019? J'imagine que vous avez un grand livre. Enfin, moi, en tout cas, par rapport à ma situation personnelle, j'ai utilisé mon grand livre de comptabilité, oui. Alors, est-ce qu'il précise ou alors, pour le prêt, c'est soit le 25% de chiffre d'affaires 2019 ou de la dernière année disponible aussi. Donc, celui qui clôt, alors ça dépend, ça dépend comment vous clôturez, à quelle date vous clôturez vos comptes, mais si ça serait celui de 2018 si c'est un exercice du 1er janvier au 31 décembre. Donc ça, je pense qu'on a répondu aux questions j'écorche pas son prénom, c'est Brigitte qui avait demandé.
Il y avait une dernière question concernant Brigitte par rapport à la prime Macron, Ah oui. l'intéressement. Alors, c'était quoi la question? Faut que je retrouve. Ah, mais moi, j'ai plus la question. Alors, C'était ça. Il y avait la possibilité de modifier en fait la prime Macron qui a été décidée par accord d'intéressement. Visiblement, ce que j'ai compris, il y a eu un accord d'intéressement qui a décidé le versement de la prime. Et donc, sa question était de savoir si on pouvait modifier le montant et modifier éventuellement l'affectation pour pouvoir l'octroyer essentiellement aux salariés qui sont en activité malgré la crise. Voilà. Donc, pour moi, ça va être difficile en fait à modifier les conditions de versement dans la mesure où elles ont d'ores et déjà été arrêtées dans le cadre d'un accord d'intéressement. Parce que pour moi, pour modifier un accord d'intéressement d'entreprise, il faut forcément un nouvel accord. Et donc un nouvel accord en fait qui sera pris dans les mêmes conditions que l'accord initial. Je ne pense pas que l'employeur, par ses propres moyens, enfin par une décision unilatérale, ait la possibilité de modifier en fait les termes de l'accord. Alors c'est pour cette raison aussi, je pense que parce que là, donc c'est la dernière ordonnance qui est sortie, c'est encore très très récent, donc on n'a pas beaucoup de recul, mais c'est la première avril 2020 qui a eu l'ordonnance, donc il y a la possibilité en fait de reporter le versement de la prime qui initialement devait intervenir au plus tard au 30 juin, qui a maintenant peut être versé jusqu'au 31 août prochain. Donc je pense que c'est également pour pouvoir préserver la santé financière des entreprises. Donc il y a un décalage, après une modification, ça me semble difficile. voilà, donc c'est ça. Pour reprendre, c'est que il y a une prime, la prime NAO, la prime dite Macron, elle a été inventée, enfin, du moins, elle a été mise en place avec la crise des Gilets jaunes. C'était 1 000 euros, je vous rappelle, pour les participants, que c'était une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Donc là, on parle de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat avec pour les salariés qui ne perçoivent pas plus de 3 fois le SMIC. Bon, ça a été mis en place. Finalement, le 25 décembre 2019, le gouvernement Macron va reporter, enfin pas reporter, mais reconduire cette mesure sur l'exercice 2020. Et dans la plupart des entreprises, il va y avoir un accord d'entreprise pour effectivement donner cette prime aux salariés qui peuvent y prétendre selon les critères que je viens de rappeler. Donc ça, c'est un premier mécanisme. Ensuite, effectivement, comme dit que Maître Labarrière, Coralie Labarrière, il y a cet accord et vous ne pouvez pas modifier en cours de jeu cette décision prise dans l'entreprise de verser cette prime aux salariés de 1 000 euros. Bon, la seule chose, parce qu'on sait qu'on est tendus tous en trésorerie, le gouvernement dit, au lieu de la payer avant le 30 juin, comme dit Maître Labarrière, vous pourrez le payer un peu plus tard. Et ensuite, là-dessus, il y a une nouvelle prime. C'était ça la question, je pense, le sens de la question de Brigitte, de nous dire, mais là, les travailleurs qui viennent là, alors qu'il y a quand même des risques, on va leur donner une prime. C'est ce dont parle le Premier ministre depuis quelques jours ou ses ministres. On dit une prime comment on dit, pas de sécurité, une prime au risque, Donc, dans votre entreprise, Brigitte, vous ne pouvez pas modifier la prime Macron de pouvoir d'achat en autre chose. Vous devez la payer conformément à l'accord qui a été pris dans votre entreprise. Et ensuite, vous pouvez décider. Alors là, il n'y a pas besoin d'accord d'entreprise. C'est l'employeur qui unilatéralement peut décider de verser, avec des critères objectifs, une prime supplémentaire de risque aux salariés qui viennent bosser dans les structures, dans les entreprises pour faire perdurer les activités. Vous êtes d'accord, Coralie? Parce que moi, je suis… Tout à fait. Voilà, parce qu'en fait, par rapport à cette seconde possibilité de prime, entre guillemets, là, il y a un critère de modulation de la prime qui n'existait pas en fait dans les textes initiaux. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vraiment les affecter aux salariés, entre guillemets, qui sont exposés au risque hein, et en venant sur leur lieu de travail. Et le Premier ministre l'a redit hier soir, je crois. Cette prime, oui, c'est l'employeur qui la supportera à 100%. Donc, encore faut-il pouvoir la payer. Donc, il n'y aura pas d'aide d'État. La seule aide d'État sur ces primes, c'est qu'elles sont défiscalisées et sans aucune charge, aucune. Et c'est ça le cadeau de l'État. Mais en tout cas, vous pouvez effectivement la verser en plus dans un maximum de 2 000 euros. Ça, si j'ai bien compris, moi, parce que j'en comprends, hein, mais
c'est la prime Macron, c'était 1000. Celle-là, c'est 1000 euros. Quand il n'y a pas de prime Macron, on peut aller jusqu'à 2000 euros. C'est ça? C'est dans le cadre. Brigitte, on a répondu à votre question là-dessus? Ou vous avez besoin d'autres détails? On a perdu tout le monde? Non. Ouh. Et là, Brigitte? Ouais, vous êtes là. On est 16. Bon, alors, Brigitte, oui, est là. Elle va nous répondre. Bon. Qu'est-ce que, alors de quoi donc là, on a ça. Oh, c'est compliqué, non? C'est une interaction particulière quand même. Bon, moi j'ai envie de parler d'un problème qui avait vite, enfin, hélas. C'est qu'on a dit, effectivement, là, vous avez des grosses, tous, les uns et les autres, on divise nos chiffres d'affaires par 2, par 3, voire ils sont réduits à néant. Bon. Il y a des grosses pertes d'exploitation et effectivement, la question de Philippe Massol, qui nous demande que faudrait-il faire pour que le gouvernement déclare l'état de catastrophe naturelle? Je vais reposer le problème différemment. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en catastrophe naturelle, on est en catastrophe sanitaire. Et les catastrophes sanitaires, comme souvent l'effet de guerre, sont souvent exclus des conditions générales des contrats d'assurance, à supposer que vous soyez couvert pour ce risque particulier de perte d'exploitation. Mais l'assureur, quand il garantit une perte d'exploitation, il a garanti une perte d'exploitation liée à un dommage. Par exemple, il y a un incendie, vous ne pouvez plus exercer, il y a une avarie d'une machine de production qui est couverte dans le cadre de la police souscrite auprès de votre assureur, et donc vous ne pouvez pas exploiter. Donc là, il y a une perte d'exploitation qui est consécutive à un dommage assuré. D'accord? Bon. Donc là, effectivement, ça fonctionne. Dans le cadre d'une crise sanitaire, la Fédération française des assureurs nous dit que d'abord, c'est pas couvert, et que si ça devait être couvert, il faudrait que les assureurs, je ne vais pas pleurer avec eux, mais il faudrait qu'ils paient 50 milliards d'euros, pas de dollars, mais d'euros, 50 milliards d'euros. C'est exactement la perte au bout à 3 semaines à peu près de l'ensemble des pertes chez les entreprises françaises. En droit des assurances, on garantit un risque, un aléa. Il faut qu'il y ait un aléa. Et les assureurs nous disent aujourd'hui que ce n'est pas un risque aléatoire, une crise sanitaire, mais que c'est un risque systémique. Effectivement, il prend non seulement la pandémie est sur la France, mais sur le monde entier. Donc, c'est un problème de système. Il n'y a plus aucun aléa, puisqu'effectivement, tout le monde est soumis à ces mesures de restriction, de confinement, de non-exploitation et donc de perte de chiffre d'affaires. Et effectivement, on a eu l'idée, mais qu'on pourrait se caler sur le régime des catastrophes naturelles. Alors là, comment le gouvernement pourrait déclarer une catastrophe naturelle? Philippe, je vous avoue que je ne sais pas trop comment on pourrait faire levier là-dessus. Mais bon, les assureurs vont essayer, je pense, de donner, enfin, ils ont déjà fait quelques dons de quelques millions, plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais la vraie difficulté, c'est que on reste dans un cadre contractuel. L'entrepreneur avec son assureur est dans un cadre contractuel. La loi des parties, c'est ce contrat. Il y a des exclusions qui sont tout à fait opposables et je suis pas certain, même en allant le plaider dans quelques mois ou dans un an après les difficultés que toutes nos entreprises auront rencontrées ou même les particuliers par rapport à cette pandémie, je suis pas certain de faire fléchir un tribunal sur ce problème-là. Donc effectivement, c'est l'État qui devra, avec autoritarisme ou dirigisme, alors ça, on est pour ou on est contre, mais effectivement, essayer de faire rentrer ou contraindre les assureurs à payer, mais payer quoi, comment et à qui? Parce que honnêtement, ce risque-là, personne n'a cotisé pour, il n'y a pas eu de cotisation d'assurance pour le garantir. Mais d'un autre côté, pardon? Ouais. Là, c'est le cœur du problème pour moi, la perte d'exploitation, parce qu'en effet, Ouais. on a des mesures d'urgence, on pallie au plus pressé, je dirais. Mais c'est vrai que la perte d'exploitation, pour m'être penchée un petit peu sur la question, je vois pas concrètement comment est-ce qu'on va pouvoir compenser tout ça. Je suis assez inquiète, en fait, moi, à ce niveau-là. Je sais pas ce que tu en penses. Aujourd'hui, c'est pas garanti. Est-ce pour vous la seule, voilà, c'est ce que dit Philippe Massol,
est-ce pour vous la seule possibilité pour la prise en charge des pertes? Ah oui, soit il y a l'assurance privée, soit après il y a l'État, mais déjà ça coûte à l'État, donc ça nous coûte à nous et ça nous coûtera et on va avoir du mal à se relever de tout ça. Oh, je suis défaitiste, hein, excusez-moi, mais bon. Non, pas défaitiste, mais je pense que voilà, ni angoissé, je suis juste inquiet et réaliste. Je suis pas certain. Donc l'État met en place plein de mesures. Ah ouais, ben oui, je sais, Philippe. Oui, et pareil dans nos cabinets, hein, la perte d'exploitation. Mais je vois pas, Coralie, tu vois quoi d'autre, toi, comme vous voyez quoi d'autre comme Non, à part, de toute façon, le prêt, ce que vous avez expliqué au début de l'intervention, c'est vrai que ça peut être, pour moi, ça pourra passer que par un financement pour pouvoir se remettre un petit peu à flot, parce que là, pour le moment, vu qu'on est quand même dans un schéma zéro, entre guillemets, zéro revenu, zéro dépense, c'est un petit peu ce que le gouvernement nous a annoncé là depuis le début. Mais le fait est que là, ce qu'on est en train de se prendre actuellement en perte d'exploitation, on va en subir les effets pour moi d'ici quelques mois, peut-être pas là immédiatement, puisque effectivement on n'a pas de charge, enfin du moins tout est fait en sorte pour qu'on puisse les suspendre dans des bonnes conditions. Mais pour moi, il y a un risque après au niveau économique, et c'est pour ça que je pense que dans un troisième temps, il faut envisager toutes les mesures de prévention de difficultés des entreprises qui peuvent être mises en place également. c'est vrai. Alors après, on avait euh, ouais, sur la protection, on peut peut-être parler. Alors si, Coralie, j'aimerais bien que vous parliez aujourd'hui là. Moi, je suis comme eux, un chef d'entreprise. Qu'est-ce que j'ai le droit de pas payer aujourd'hui? Comme je suis tendu en trésorerie, bon, est-ce que je paie mes salaires? Alors moi, je pense, est-ce que je paie mes salaires? Est-ce que je paie mon loyer? Est-ce que je paie mon EDF? Est-ce que je paie mes fournisseurs? Alors ça dépend un petit peu des situations. Alors déjà, tout ce qui concerne les charges sociales, donc il y a un report hein, qui est possible. C'était le cas sur le mois de mars. J'imagine que ce sera également le cas sur le mois d'avril. Tout ce qui concerne les impôts directs, donc impôts sur les sociétés, la CFE, tout ça également, ça peut faire l'objet d'un report hein, au niveau du service des impôts. Alors moi je sais qu'en ayant un petit peu anticipé, j'ai carrément fait opposition au prélèvement de la CFE. La CFE en fait qui n'aura pas été payée en mars sera automatiquement reportée au mois de décembre l'année prochaine, si j'ai bien compris. Concernant l'URSSAF, normalement il y a un lissage qui est prévu. Et également, de toute façon, par rapport à l'URSSAF, il y a tout à fait la possibilité de demander un report et il y aura bien sûr pas de pénalités qui seront applicables. Alors ensuite, par rapport au loyer, donc ça a été un débat également. Donc tout ce qui est suspension, enfin report du loyer et donc OEDF, enfin, les charges courantes, cette mesure en fait ne s'applique qu'aux toutes petites entreprises. Donc il n'y a pas pour moi de report en fait, c'est uniquement ça concerne les TPE hein, et pas l'ensemble Et de l'entreprise. c'est quoi le seuil de chiffre d'affaires? C'est 800 000? Non. Par rapport à ça, À la suspension des charges, là, je sais pas, je trouve pas l'ordonnance. Moi, c'est pas une question piégeuse, hein, mais c'est juste, euh, je retrouve pas moi le seuil en deçà duquel, au-dessus duquel, oui, en deçà duquel, on peut pas prétendre à ces aides-là de report et des loyers. Et bon, on cherche ça et on vous dit ça après. voilà, ouais, aussi c'est pareil. Là j'ai après sur la qualification de la TPE, de toute façon c'est moins de 11 salariés, c'est moins en chiffre d'affaires, moins de 1 million d'euros de chiffre Voilà, c'est d'affaires. ça. Ouais, ouais. On n'a pas beaucoup de questions, donc je sais pas si on parle dans le vide ou on est très à table maintenant. On est mauvais en audience, mon Dieu. Alors, non, alors toujours, comme disait Philippe Massol, il est juste réaliste. Il est inquiet. Et donc on disait voilà, on n'est pas défaitiste, mais on est réaliste et inquiet. Peut-être que Coralie, vous pouvez nous parler des procédures collectives coronavirus, c'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce qu'on peut sanctionner un entrepreneur ou une entreprise qui devrait, si vraiment il regarde ses comptes aujourd'hui, qui devrait vraiment déposer son bilan pour bénéficier de mesures de protection du tribunal de commerce, notamment d'une sauvegarde, qu'est-ce qu'il doit faire? On est dans quelle période? Vous voyez ce dont je veux parler?
Voilà, c'est un petit peu le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vrai que vu les pertes d'exploitation et vu les difficultés que rencontrent les entreprises, je pense on s'oriente en fait quand même vers des risques de défaillance d'entreprise. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu une ordonnance qui est très récente aussi, qui a été publiée au JO là. Et en fait, c'est une ordonnance qui vise en fait à adapter les règles relatives aux difficultés des entreprises et également des exploitations agricoles. Donc en fait, on a une adaptation dans le cadre de cette ordonnance, une adaptation temporaire en fait, qui nous crée une fiction juridique. C'est-à-dire que la société en fait qui à l'heure actuelle rencontre des difficultés et dont on pourrait considérer qu'elle est en état de cessation des paiements, en fait, on va considérer qu'elle ne l'est pas, puisqu'en fait, on va apprécier la situation de la société à la date du 12 mars 2020. Et si jamais la société était effectivement déjà en cessation des paiements le 12 mars, bon ben là, elle l'est, de fait. Si jamais c'est une entreprise qui, à l'heure actuelle, l'est, donc postérieurement au 12 mars, et ensuite dans un délai de 3 mois après la fin de la crise sanitaire, donc la fin de la crise sanitaire, normalement, officiellement, c'est le 24 mai 2020, et donc pendant un délai de 3 mois derrière, elle n'est pas considérée comme étant en état de cessation des paiements. Donc, en fait, ça signifie que le chef d'entreprise, de son côté, n'encourt pas de responsabilité, parce que normalement, on a 45 jours pour faire cette demande. Donc là, il n'y a pas de responsabilité du chef d'entreprise, donc c'est déjà bien. Et en plus, donc, on aura la possibilité de mettre en place des mesures préventives, c'est-à-dire on n'est pas dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, puisqu'on a cette fiction juridique qui fait qu'on n'est pas en état de cessation des paiements. Donc, on a la possibilité de mettre en œuvre les mesures de prévention, donc que ce soit mandat ad hoc, conciliation ou procédure de sauvegarde. Donc, qui sont quand même des procédures qui sont antérieures et qui permettent en fait de pouvoir faire face aux difficultés qui pourraient survenir donc entre le 12 mars et le 24 août prochain. Voilà. Il y a Philippe Massol qui finalement nous demande de façon pertinente, il dirige la Cité du Vin et il va falloir effectivement, comme dans beaucoup de lieux d'entreprise ou de sites, pour que la clientèle revienne normalement, de longs mois. Quelles conditions pour continuer à appliquer le chômage partiel alors que la Cité aura rouvert, mais avec une fréquence moindre, en tout cas en dessous du seuil de rentabilité. Et donc, si tous ces effectifs, si effectivement tous les salariés reviennent, est-ce que je peux continuer à appliquer un chômage partiel? Alors, on est le 3 avril et les mesures de chômage partiel vont s'étendre sur, au début c'était 6 mois, mais là on rallonge à 12 mois. Donc, ça laisse quand même une marge supplémentaire pour les entreprises ou les employeurs en tous les cas, de voir évoluer les choses. Donc, ça vous repoussera. Alors, dans le meilleur des mondes, on espère une reprise d'activité normale pour l'été, mais on n'en sait rien et ça risque d'être long, donc je suis d'accord. Mais donc là, aujourd'hui, vous pouvez bénéficier dans votre entreprise pour cette réduction du travail et le chômage partiel sur une durée maximale de 12 mois. Donc ça pousse jusqu'au mois de mars, avril 21, pardon, dans un an. Alors après, ils vont tous revenir ou pas, mais après, effectivement, il faudra revenir ou tirer d'autres conséquences sociales, enfin, en tout cas en droit du travail, si vous revenez pas la normale. Mais je ne doute pas que la Cité du Vin, après quelques mois, courant du premier semestre 2021, et comme toutes les autres entreprises, on aura la force de se redresser et que la fréquence redeviendra normale. Bon, c'est un peu, c'est pas. Dans le tourisme, ouais, mais c'est ça, c'est ce que dit Philippe. Dans le tourisme, Philippe Massol nous dit un retour à la normale en 2021. Donc, du coup, la période de 12 mois que je viens d'évoquer sur l'activité partielle devrait permettre de couvrir la période jusqu'à ce que vous vous redressiez 2021 et probablement que grâce à la négociation syndicale ou sociale avec le gouvernement, on pourra peut-être proroger encore cette période de chômage partiel en prenant en considération la réalité du vécu de nos entreprises et de nos lieux touristiques. Non, Coralie? Oui, tout à fait. Et si je me trompe, vous me dites, Coralie, voilà, sachez, chers participants, qu'on est tous,
on avance sur des œufs parce qu'on nous donne certains cadres avec, en nous annonçant des décrets qui arriveront, d'autres ordonnances qui vont remodifier ou repréciser les choses. Et donc voilà. Donc, mais alors sur les délais. Alors, juste pour finir, pour Philippe Massol, oui, effectivement, donc la Cité du Vin, elle, j'imagine, elle est totalement fermée, comme bon nombre de lieux qui reçoivent du public. Préalablement à notre session, un membre de Bordeaux Invest nous demandait au revoir Philippe qui s'en va et à bientôt. Et n'hésitez pas à nous rappeler, soit Coralie Labarrière, soit moi, si vous avez d'autres questions via Bordeaux Invest ou Invest in Bordeaux, pardon, je mets toujours à l'envers les choses, pour d'autres précisions qu'on pourrait vous apporter. Oui, la question était de savoir si dans les membres de votre association, on peut continuer à travailler. Alors, j'ai re-regardé c'est un arrêté ministériel, rappelez-vous, de ce funeste 14 mars 2020 où le Premier ministre ferme tous les restaurants, tous les lieux recevant du public, les musées, les centres de spectacle, etc., sauf les centres commerciaux, pour la nourriture en tous les cas. Mais les activités de production, normalement, ne sont pas soumises, ce que je viens de relire dans l'arrêté, à une interdiction. Donc, normalement, rien n'interdit de produire sous la seule… Alors, attendez, je relis. Donc, ça, c'était l'arrêté qui complète l'arrêté du 15 mars qui complète celui du 14 mars. Donc, ce qui est fermé, c'est les salles d'audition, de conférences, de réunions, spectacles. Bon. Les magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leur activité de livraison et de retrait des commandes. Restaurants et débits de boissons, sauf pour les activités de livraison. Salle de danse, de jeux, bibliothèque, centre de documentation, salle d'exposition, établissements sportifs couverts, musées, chapiteaux, tentes et structures, établissements de plein air, établissements d'éveil, d'enseignement, formation, centres de vacances, etc. Point. Donc, ça veut dire que nos industriels, nos entrepreneurs peuvent continuer, en adaptant effectivement leur process, mais en tout cas peuvent continuer, à mon sens, à produire. Vous en pensez quoi, Coralie ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, je rejoins ce que vous disiez sur le fait qu'à partir du moment où il faut en sorte que la sécurité des salariés soit respectée. C'est ça, parce qu'il faut faire super gaffe, parce que aujourd'hui, donc il y a ce cadre, on dit cet arrêté, on a le droit de travailler en France, on n'est pas dans un confinement total, et l'État vous dit, ok, vous pouvez les faire travailler, mais n'oubliez pas que en tant qu'employeur, vous avez une obligation de résultat de sécurité vis-à-vis de vos salariés. Donc, obligation de résultat de sécurité, mais qui est de résultat. Donc, le problème pourrait être déplacé si vous ne prenez pas les mesures de protection de vos salariés pour éviter la propagation du virus à l'intérieur de vos chaînes de production, à ce que, dans quelques mois, les salariés disent moi j'ai été infecté parce que vous avez pris, vous, employeur, les mesures nécessaires à ma protection. Donc, c'est juste sous réserve de cette mise en place de toutes les protections, les mesures barrières au sein de vos entreprises que vous pouvez continuer à produire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus je pense avoir été clair. C'est bon. Coralie, alors vous rajoutez un truc ? On a une autre question de Brigitte. Avez-vous des retours d'entreprise sur le délai de paiement par l'État des demandes mensuelles de chômage partiel? Alors non, moi malheureusement, j'ai pas de retour. Aucunement, parce que la plupart de mes clients, ou même d'ailleurs de mes confrères pour les personnels que nous employons, on a déjà eu des demandes de prise en charge. Ça a été compliqué déjà à faire les demandes en ligne pour la prise en charge du chômage partiel. Et sur le remboursement, à 3 semaines, on n'est pas encore dans le remboursement du chômage partiel qui effectivement est payé par l'employeur. Et à cette question, le Premier ministre, on lui a posé la question, on a demandé si l'État ne pouvait pas, justement, comme l'entreprise, faire un effort supplémentaire, comme l'entreprise n'a pas les fonds pour payer, il y a des problèmes de trésorerie, dire l'État devrait faire le relais. Non, c'est à l'employeur de le payer. Il a redit ça encore récemment et ensuite, il y a un remboursement. Alors, les délais, je pense que ça s'active quand même pas mal dans les ministères ou autres
administration pour que fluidifier les choses, même sur les indemnités journalières pour les personnels qui doivent garder leurs enfants de moins de 16 ans à la maison, etc. J'ai l'impression que ça va assez vite. Mais je n'ai pas une réponse précise, Brigitte, à vous apporter là-dessus. Je suis désolé. De quoi peut-on parler d'autre? Alors, qui c'est qu'il y a? Ah, on est 18. C'est mieux que 13 à table. Hein, 18. Tout à l'heure, on était 13 à table, ça me stressait. Oh là là. Alors, peut-être que, je sais pas, Adrien, Magali, vous avez des questions particulières ou pas? Je vois qu'il y a donc Isabelle qui est avec nous, Valérie Caron, Brigitte Vigier de Scope, Synergie Scope nous a posé déjà pas mal de questions. Parce qu'on en a une autre, là, l'assurance responsabilité du dirigeant pourra être utilisée si un salarié porte plainte. Sécurité coronavirus dans l'entreprise. La RC, ouais alors, bon, ah oui, c'est ce que je voulais rajouter de toute façon, il faut mettre, est-ce que la responsabilité du dirigeant pourrait alors être l'assurance RC du dirigeant? Attendez, je réfléchis 2 secondes là-dessus. Pour moi, ce serait l'objet d'une exclusion de garantie. Parce que là, l'employeur, Ouais. Pour Non, moi, mais après, c'est vrai qu'on rentre dans, ouais, excusez-moi, on rentre dans un sujet qui est plus complexe parce qu'après, est-ce que ça serait considéré, est-ce qu'on est sur la législation d'accident du travail, si jamais il contracte le virus parce que son employeur n'a pas respecté ses obligations de sécurité. L'assurance, et en quel cas en maladie ou accident du travail, effectivement, il y a des couvertures particulières, mais en responsabilité, je vois pas votre contrat mobilisable pour payer les dommages et intérêts que solliciterait un salarié. Ouais. Après, ils ont le droit de retrait. Parce que pour moi, là, le principe que vous rappelez, il est valable, enfin, que ce soit pour le coronavirus ou pour n'importe quel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Je n'ai jamais vu une ERC fonctionner en fait à ce titre, hein. Vous avez, vous avez Non, déjà. ça, ouais. Non, bah non, non plus. Ouais. Alors, c'est vrai qu'après, je connais donc certaines entreprises ou entrepreneurs qui participent à nos échanges de ce jour. Mais après, pas tout le monde. Donc, je ne sais pas quelles sont les tailles, s'il y a des questions particulières sur notamment le fonds de solidarité. Est-ce qu'il y a des travailleurs indépendants dans notre… je ne sais pas, des sociétés de droit privé, oui, donc personne morale. Parce que Coralie, ah oui, c'est ça. Sur vous savez, le fonds de solidarité, là, les 1 500 €, bon, est-ce qu'une entreprise peut en bénéficier? Alors, pour moi, c'est uniquement, non, ça concerne uniquement les petites entreprises en difficulté, hein. C'est Donc, c'est ça. bien moins d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui, non, là, on est en toute petite entreprise. Sur le listing des gens de ce matin, peut-être peut y avoir des toutes petites entreprises, je ne suis pas sûr. Attends. Ouais, tout à fait. Et donc, après, les conditions, c'est d'avoir soit donc fait l'objet d'une fermeture administrative ou bien fait l'objet d'une perte de chiffre d'affaires qui est, au tout début, c'était 70% de chiffre d'affaires, maintenant 10%. Et après, il y a d'autres conditions sur le fait de ne pas avoir été en cessation des paiements avant le 1er mars 2020. Il ne faut pas qu'il y ait de contrat de travail dans l'entreprise et il ne faut pas qu'il y ait eu d'arrêt de travail de moins de 2 semaines en mars 2020. Ouais. Et après, en fait, donc ça, c'est pour le premier palier, c'est les 500 euros, parce qu'après, il y a un second palier, en fait, qui sera à 2000 euros pour les un petit peu plus grosses entreprises, entre guillemets, c'est ceux qui emploient un salarié, qui se trouvent dans l'impossibilité de régler leurs charges à 30 jours et qui ont éventuellement fait l'objet d'un refus de financement par la banque. Où là, on a un deuxième palier avec une prime qui serait de 2000 euros et qui est versée par la région dans ce cas. D'accord. Alors, mes Alors, équipes. juste un truc, juste, je précise, pour l'aide, là, si vous pouvez, alors vous regardez ce qu'est, vous trouvez ça sur
les infos.gouv sur le fonds de solidarité. Mais attention, il faut faire les demandes. Ça sera sans doute prorogé après, mais pour le mois de mars, il faut faire les demandes avant le 30 avril. Avant le 30 avril, vous devez faire vos demandes. Alors voilà, on a Adrien qui je remplis les critères d'une micro-entreprise sur une société, mais qui a des salariés. Cela est bien exclu du dispositif des 1 500 € mensuels, point d'interrogation. Adrien, là-dessus, alors il faut… Alors attendez, est-ce que Adrien est exclu ou pas en tant que micro-entreprise, pardon? Non, enfin pourquoi? Parce qu'il a plusieurs salariés, non, c'est pas grave. Il faut juste qu'il fasse… attendez, tac, tac… Parce qu'après, oui, effectivement, la question, faut c'est pas faire savoir… 80 000, quoi, du coup. C'est vrai que je me suis pas posé la question parce que c'est vrai qu'en règle générale, c'est plutôt réservé aux auto-entrepreneurs, professions libérales, indépendants. Donc effectivement, en étant micro-entreprise avec des salariés, j'ai un doute à vérifier. Oui, Ça, alors, je Adrien, peux on vérifier. peut… Coralie et moi, on vérifie ça et puis après, vous pouvez nous envoyer un mail, on vous répond là-dessus parce qu'effectivement, moi, j'ai les tableaux récapitulatifs sous les yeux, mais je ne trouve pas là. Mais normalement, bon, je ne vois pas pourquoi il faut avoir au moins un salarié. Il faut au moins un salarié, pas, on s'en fiche qu'il y en a plusieurs. Alors, non, pas de contrat de Non, travail. Moi, il me semblait que quand il disait pas de contrat de travail, c'était le dirigeant, en fait, qui ne devait oui, pas c'est ça. Mais après, la structure, c'est l'emploi des personnes, c'est pas grave. personnel. Ouais, non, pourquoi elle pourrait pas bénéficier des 1 500 euros? Et après, d'autant plus avec un salarié, les 2 000 € supplémentaires. C'est ça. Moi, c'est ça, hein. Puisqu'en fait, c'est le deuxième palier avec un salarié. Donc, pour moi, là, le Ouais. prix est 1005, hein, avec des salariés. Ouais, parce que moi, ouais, c'est ça. Et alors, du coup, Magali Pasco nous demande, qui est My Agency and High, nous demande si c'est prévu que pour mars et avril. Aujourd'hui, ils l'ont prévu déjà que pour le mois de mars. Le 1er mars. Voilà, donc on n'est que sur le mois de mars. Ça sera probablement et certainement, parce que sinon, on va aller manger les pissenlits autour de la cathédrale de Berlan, quoi, si on n'a pas, enfin, s'il n'y a pas aucune aide. Ça sera sans doute prorogé pour les toutes petites entreprises pour le mois d'avril avec une certitude, puisque le délai de confinement aujourd'hui c'est le 15 avril, mais ça sera nécessairement, enfin, je ne suis pas un devin, hein, mais je pense que ça va être prorogé bien au-delà. Donc mars et avril, a priori, on devrait être couvert par cette aide par tranche, 1 500 ou 2 000 € après. Voilà. Alors, on a une question d'Adrien. Mes équipes ont quelques heures d'activité par semaine. Comment communiquer avec eux et maintenir du lien et de l'implication proprement par rapport à leurs horaires de travail à distance? Waouh, ça c'est du management, c'est du management. Il faut que les salariés prennent leurs responsabilités aussi, hein. C'est le minimum. Non, moi je pense que ouais. Alors Adrien, il fait quoi? C'est Victoria Garden, Adrien. Alors on sèche là. Non, on sèche pas, mais maintenir le lien, là, si vous arrivez à faire des visioconférences à distance, Ouais. faire des points précis. Peut-être que, après, c'est ça, vous avez, c'est pas parce qu'ils travaillent chez eux que vous n'avez plus de pouvoir de direction. Oui, en hôtellerie, Adrien, ouais, je sais. C'est pas parce que vous ne perdez pas votre pouvoir de gestion et de direction et de gestion, enfin, de direction, pouvoir de gestion de direction vis-à-vis de vos salariés. Donc, vous pouvez leur maintenir une saine et juste pression en organisant des rendez-vous téléphoniques s'ils sont en télétravail avec quelques heures. Ah non, peut-être que je comprends pas ça. C'est la question. C'est ça. Si dans l'hôtellerie, ils y vont que quelques fois par semaine, ou ils travaillent pas à distance. Par rapport à leur horaire de travail à distance, oui. En fait, ça dépend Ils travaillent à distance, hein. des tâches en fait, qu'ils ont à réaliser. Ouais, c'est ça, ouais.
C'est des tâches. Alors, sur le télétravail, de manière générale, en France, quand on fait du télétravail, dans des entreprises, par exemple, j'ai ça en tête de téléphonie, ou bancaire, les personnes restent à domicile en période normale, hein, sortant pas de pandémie ou confinement. Et il y a effectivement des mouchards sur leurs ordinateurs pour savoir à quelle heure elles se connectent, etc. Bon, ça, c'est sous réserve qu'ils soient informés dans un cadre très particulier. Là, en période de crise, là, il faut faire juste confiance et peut-être que les outils que vous leur avez mis à disposition pour faire du télétravail permettent de vérifier ou de contrôler, mais c'est pas tant ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas laisser s'effondrer nos entrepreneurs et employeurs. Et c'est pareil, vous avez raison, Adrien, il faut aussi ne pas laisser s'effondrer les salariés qui sont finalement laissés ou livrés à eux-mêmes chez eux. Mais ça, c'est dans votre politique de ressources humaines ou de management à l'intérieur de votre établissement, de votre entreprise. C'est à vous de le voir. Mais j'ai pas de… Moi, ça, des réunions ponctuelles, enfin, quotidiennes peut-être. Puis motivation. Parce qu'on va tous… La motivation, c'est sûr, on va tous s'en sortir. Ça sera un peu plus long que prévu, mais faut pas perdre ni l'espoir ni le moral. Au contraire, ceux qui perdent le moral, qui mourront à tous les sens du terme, hein, autant les entrepreneurs que… Voilà. Et on est encore dans une région relativement protégée. Muriel nous demande, 1er avril, embauche d'un salarié temps plein pour un nouveau client. Déjà des jours non travaillés pour non-livraison de matériel. Puis-je mettre mon salarié en chômage partiel pour ces jours-là? Bah oui. Oui, après, c'est la question, enfin, je dis oui, mais la question est… Donc, 1er avril, c'était hier, non, c'était avant-hier. Donc, lui, il a signé son contrat, j'imagine, OK. Il a signé son contrat à effet du 1er avril. Il arrive et puis finalement, il ne peut pas bosser et on ne peut pas livrer de matériel pour le nouveau client. Muriel, elle travaille chez CDI 3.0. Qu'est-ce que vous avez une réponse là-dessus, Coralie? Le mec arrive, il signe son contrat, il est en plein période de pandémie, il ne peut pas bosser. Est-ce qu'on va pouvoir le mettre… Alors, moi, j'ai les précisions sur l'activité partielle. C'est vrai que pour votre majorité, c'est vrai que le chômage partiel… Vous m'entendez bien? Ouais, vas-y. Ouais. C'est vrai que par rapport au chômage partiel, moi en pratique, je l'ai très très peu rencontré finalement. Là, il se trouve que beaucoup d'entreprises y ont recours, mais enfin, moi je pense que c'est la première fois que je le rencontre en fait depuis le début de ma carrière, hein, le chômage partiel. Donc c'est vrai qu'il y a des subtilités aussi. Peut-être faudrait regarder précisément. Ouais, Noël, vous pouvez nous réécrire pour ça si vous voulez, parce qu'effectivement, elle nous précise que dans ce cas, c'est vrai, on embauchait du personnel, je sais pas, en janvier, février, on fait des entretiens, on dit OK, ça commencera le 1er avril. Ah, ça tombe mal, c'est en pleine période de pandémie. Donc, je comprends la difficulté que rencontre Muriel, qui peut se rapprocher de nous pour voir comment on peut effectivement organiser ces contrats qui prennent effet en plein cœur de la pandémie pour finalement des prestations qui ne sont pas facturables aux clients et qui font qu'on emploie quelqu'un qui ne peut pas bosser et qui coûte de l'argent. Et donc, est-ce qu'il peut rentrer dans le cadre du chômage partiel? Normalement, il n'y a pas de raison puisque l'activité est partielle. Et puis surtout, en plus, je pense, vu le schéma actuel et vu la situation totalement inédite, je suis pas sûre qu'au niveau des institutions qui posent vraiment de difficultés par rapport à ça, parce qu'on va pas commencer à exclure certains du dispositif et puis en gardant les autres. Bon, enfin moi je pense qu'ils font quand même preuve aussi un petit peu de compréhension hein, à ce niveau-là. C'est-à-dire que voilà, tout ce que vous schéma faites, chers entrepreneurs, tout ce que vous faites ou ferez dans cette période, il faut le faire effectivement dans le cadre réglementaire ou pas législatif, hein, réglementaire ou par rapport aux ordonnances qui sont rendues par le gouvernement, avec bonne foi. Et ils sont a priori, ils sont pas là pour, au contraire, vous tuer, mais au contraire pour, quand on disait penser son avenir, c'est ce qu'ils essaient de mettre en place. C'est ce que toutes les aides que vous pouvez recevoir dans Invest in Bordeaux ou CCI, d'aides en tout cas documentaires ou informatives, pardon. Et le gouvernement, pareil, il va pas être trop, bon, il va être vigilant, mais le but, c'est
que la France se redresse. Donc, toutes ces mesures qui sont mises en place doivent permettre une sorte de bouffée d'oxygène dans cette période très particulière de la pandémie. Pour justement, dans 6 mois, on va dire, effectivement, nos chiffres 2020 vont être pourris, mais pour tous, hein, mais au moins pour se redresser après, à partir de, je sais pas, dans quelques mois. Ce qui est pour moi vraiment inédit, c'est que là, la situation telle qu'elle se présente actuellement, personne n'a fait à ce qu'il y ait des défaillances d'entreprises en cascade. Hein. Donc, l'objectif, je pense, est commun. Là, il faut réfléchir vraiment à l'échelle de la France entière et même maintenant du monde entier quasiment. Donc, oui, en tout cas, pour ce qui concerne la France, oui, on n'a pas envie d'avoir une guerre civile dans les rues. Donc, on a tout intérêt à protéger nos entreprises. Après, comme dit Coralie, peut-être qu'on repensera nos process de production, d'internalisation. Bon, ça, c'est des questions beaucoup plus larges que ce qui nous intéresse ce jour. Et protéger l'entreprise qui génère des richesses et des emplois. C'est le seul moyen. Donc, je pense qu'ils ne seront pas super regardants. Enfin, si on le fait avec bonne foi, hein, toujours la bonne foi. C'est ça. C'est vrai, c'est très bien. C'est très bien dit, ouais. Voilà. Je suis d'accord. Bon, vous avez d'autres questions, chers participants? Il nous reste 3 minutes, hein, donc. Ouais. On a eu Magali, on a eu Adrien. Juste pour rebondir, Muriel, c'est pour cela que j'ai maintenu le contrat de mon salarié. Parce qu'il faut voir aussi quand est-ce qu'il a été signé ce contrat, même s'il avait un effet au 1er avril, est-ce qu'il avait été signé quand même avant C'est pour ça que tout ça, c'est écrivez-nous, Muriel, on va regarder ça. Ouais. C'est à apprécier en fonction de la situation du dossier. Ah, c'est terminé? Non, c'est quoi? Ah non, bip bip, bip bip, j'ai un bip bip. Ouais, il reste 2. Bon, en tout cas, alors pour ce qui nous concerne… je signe presque la fin du webinaire. Et avant que ça se termine, donc je voulais d'abord vous remercier infiniment parce que c'est un exercice très difficile dans ce contexte compliqué, je l'avoue. Donc, merci à vous. Et puis, effectivement, on restera en contact pour ceux qui veulent encore poser des questions, si vous êtes d'accord. Voilà, vous avez parlé des partenaires bancaires, donc ça tombe bien parce que la semaine prochaine, nous recevrons mardi, le 14 avril, le président de Bordeaux Place Financière et Tertiaire, Jean-Marc G, et Jean-Yves Dupuis, qui est le délégué général de Société Générale, mais surtout le président du comité des banques de Nouvelle-Aquitaine. Donc, ils viendront pour vous expliquer comment les banques se mobilisent pour répondre aux entreprises. Très bien. Donc, je vous donne rendez-vous donc au 14 avril. Et d'ici là, portez-vous bien surtout. Prenez soin de vous, voilà. Prenez soin de vous et gardez le moral surtout. Oui, surtout, oui, c'est important. Bonne Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.